Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce dimanche 19 juin. Blocus, assassinat et exactions en tout genre. La Palestine occupée pleure un nouveau martyr ce dimanche à l'heure où des dizaines de colons envahissent pour la première fois la mosquée Al-Aqsa à Al-Quds occupée. Front social en ébullition au Maroc, le rejet de la normalisation avec l'entité sioniste et la chute vertigineuse du niveau de vie feront sortir les Marocains demain dans la rue. Second tour des législatives en France. Comme au premier tour, l'abstention est au rendez-vous. À 17h, le taux de participation en métropole dépassait à peine les 38%. Ce scrutin déterminera la marge de manœuvre du président Emmanuel Macron pour les 5 prochaines années. Et puis l'Algérie commémore la journée nationale des condamnés à mort, 66 ans après l'exécution à la guillotine du jeune moudjahid Ahmed Zabana par la France coloniale. Bonsoir à tous. L'escalade en Palestine occupée ne faiblit pas. L'entité sioniste poursuit ses exactions alors que les Palestiniens de la bande de Gaza subissent depuis 15 ans un blocus sans précédent. Ceux des territoires occupés sont loin de mener un quotidien paisible. Aujourd'hui seulement, un Palestinien est tombé en martyr après avoir reçu une balle de l'armée sioniste près de la barrière de séparation en Cisjordanie occupée, pendant que des dizaines de colons envahissaient pour la énième fois la mosquée Al-Aqsa à Al-Quds occupée. Souhila Akilal. L'escalade sioniste se poursuit dans les villes palestiniennes occupées. Ce dimanche, 22 Palestiniens ont été arrêtés dans différentes régions de la Cisjordanie occupée après la perquisition de leur domicile. Plus tôt dans la journée, un travailleur palestinien a été blessé par des tirs sionistes et un autre victime de fractures après avoir été poursuivi par des soldats de l'occupation dans la province occupée d'El Khalil. Toujours en Cisjordanie occupée, Ahmed Taïsir Ghanim, un ouvrier palestinien de 53 ans, est tombé sous les balles de l'occupation alors qu'il tentait de franchir la barrière de ségrégation sioniste près de la ville de Qalqilia. Cette lâche exécution a été condamnée par le ministère des Affaires étrangères qui a fait endosser au gouvernement sioniste l'entière responsabilité des crimes commis contre les Palestiniens. Ce dimanche a également été marqué par la profanation de la mosquée Al-Aqsa par des dizaines de colons sous la protection des forces de l'occupation. Ils ont par ailleurs effectué des tours de provocation dans ces esplanades. Cela fait désormais 15 ans que l'État sioniste a imposé le blocus sur Gaza en réaction à son soutien au groupe Hamas. Une réaction considérée comme une sanction contre les 2 millions d'habitants de ce territoire. Ce blocage a dévasté l'économie de Gaza, a fragmenté la société palestinienne et créé un profond mal-être. Considéré comme un crime contre l'humanité, cette politique d'apartheid pratiquée par Israël se fait hélas dans l'impunité la plus totale. En Tunisie, les magistrats ont décidé de reconduire pour une 3e semaine d'affilée leur grève observée en signe de protestation contre la révocation par le président de la République, Kais Saied, de 57 juges, accusés entre autres de corruption. Pour rappel, les juges tunisiens observent depuis le 6 juin une grève de travail pour rejeter et protester contre cette décision. En Libye voisine, les tentatives de sauver la transition libyenne se poursuivent alors que les causes de discorde entre les différentes parties persistent, rendant un consensus de plus en plus difficile. Même si un premier pas a été franchi, l'ensemble des acteurs libyens sont contre un retour à l'état de guerre. Ce retour au point de départ inquiète la communauté internationale. Tinhin Al-Makassi. La transition libyenne semble avoir emprunté un chemin similaire aux montagnes russes. Le consensus se fait timide alors que les sujets de discorde ne cessent de prendre de l'ampleur. Les sujets qui font polémique en Libye sont nombreux. On pourra notamment citer certains articles de la Constitution, les conditions à remplir pour se porter candidat aux élections ou encore les questions sécuritaires et le désarmement des milices. Sans oublier les rivalités qui opposent les instances de l'Est et de l'Ouest du pays, rendant le consensus quasi impossible.
Alors que la rencontre qui devait réunir au Caire le président du Haut Conseil d'État Khaled El-Meshri et le président du Parlement de Tobruk Ila Saleh avait soufflé un vent d'espoir sur la Libye, cette dernière s'est finalement soldée par un échec. Les deux hommes ne se sont pas entendus sur un ordre du jour bien précis, rapporte la presse libyenne. Pour rappel, c'est à l'initiative de Stephanie Williams, l'envoyée spéciale du secrétaire général de l'ONU pour la Libye, que cette rencontre a été programmée dans le cadre de la troisième et dernière partie des consultations constitutionnelles au Caire. Cela dit, le Caire a réussi une percée majeure dans les accords entre les participants à cette dite rencontre. Même s'il reste à discuter encore près de 75 articles, à noter que la centralisation de l'État s'est taillée la part du lion lors de ces pourparlers. Parler en titre depuis la normalisation de ses relations avec l'entité sioniste. Le Maroc est en train d'écrire l'une des pages les plus sombres de son histoire. Le pays vit au rythme des crises socio-économiques sur fond d'une gronde sociale, traduisant le rejet populaire de la politique du Marzed. 41 ans après la révolution du pain, les Marocains se rendent demain à nouveau dans la rue. Khaled Batache. Sécuriser la pitance du quotidien. 41 ans après le mouvement du pain, le citoyen marocain subit les affres d'une situation économique au mode yo-yo. Acculé sur tous les fronts politiques, économiques, sociaux, le régime du Marzen, paré de ses plus belles couleurs libérales depuis l'avènement de l'ère Akhnouch, joue l'unique carte qui lui reste, celle de la fuite en avant après l'échec du joker de la normalisation avec l'entité sioniste. L'histoire de l'humanité nous apprend que les relations incestueuses ont rarement accouché de vertu. 41 ans après la date historique du 20 juin 1981, le Marocain lambda est condamné à vivre au jour le jour, trahi par un palais royal qui lui promet monts et merveilles et un gouvernement collectionnant les camouflés, notamment sur le plan économique. Le ras-le-bol n'a cessé d'augmenter parce que, d'un côté, les promesses et les attentes ont été très élevées pendant les dernières années, et d'un autre côté, la capacité de réaliser les engagements et de satisfaire les attentes s'est faite de moins en moins significative. Évidemment, on peut y trouver quelques excuses conjoncturelles, mais le sentiment est de plus en plus que l'essentiel de cette situation résulte de l'accaparement des richesses, de la prédation de la classe dirigeante. Si tous les indicateurs économiques virent au rouge, une liste longue comme le bras de produits de première nécessité deviennent inaccessibles à la bourse des classes les plus démunies, mais également moyennes. 41 ans après une grève mythique, ayant conduit des centaines de Marocains à leur dernière demeure, selon les chiffres de l'Union socialiste des forces populaires. Le Marocain se fait même subtiliser son droit de faire grève et de crier à l'injustice sociale, alors même que des secteurs d'activité réputés résilients, comme le tourisme, tirent la sonnette d'alarme. Hausse des importations, notamment celle du blé, plus 97%, en raison d'une sécheresse fatale. Explosion du déficit de la balance commerciale, plus 57% en janvier-février, ainsi que celle du budget. Hausse de l'inflation sur fond d'une hypertrophie dans les prix de l'énergie, plus 86% en 2 mois. Érosion du pouvoir d'achat. Le train du gouvernement Akhnouch déraille à grande vitesse. Demain, les Marocains tenteront de braver les interdits et d'investir la rue dans le cadre d'une grève à laquelle 3 syndicats ont appelé. L'Organisation démocratique du travail, la Confédération générale du travail et la Fédération des syndicats démocratiques ont un consensus. Marcher main dans la main pour les mêmes raisons qu'il y a 41 ans. Dire stop à la dérive d'une monarchie atteinte de cécité politique. Exiger le droit de vivre dans la dignité. Sahara occidental, les participants au forum diplomatique de solidarité avec le peuple sahraoui ont souligné à Alger que la décolonisation du Sahara occidental relevait de la responsabilité de l'ONU et que la sortie de l'impasse actuelle exigeait un véritable appui du Conseil de sécurité aux démarches de l'envoyé personnel de l'ONU pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura. Au terme de ses travaux coïncidant avec le 52e anniversaire de l'intifada de Zemla, l'ambassadeur
l'ambassadeur sahraoui Abdelkader Taleb Omar a notamment évoqué la position du peuple espagnol et de ses forces politiques qui rejettent dans leur majorité la position du Premier ministre espagnol Pedro Sánchez qui a dévié de la position consensuelle adoptée par les différents partis depuis le retrait de l'Espagne en faveur du droit à l'autodétermination du peuple sahraoui dans le cadre des Nations Unies, soulignant que Sánchez se retrouve isolé dans son pays en raison de ses positions non reconnues ni par l'Union européenne ni même par l'OTAN. Et le mal de Sánchez n'est pas terminé avec sa classe politique où la presse espagnole, que rien n'apaise, poursuit ses critiques acerbes traitant le Premier ministre de tous les noms et l'accusant d'être l'auteur de tous les problèmes que vit le pays actuellement en raison de ses irresponsabilités et ses impairs diplomatiques après la décision d'Alger de suspendre son traité d'amitié. Léla Guertal. La classe politique espagnole en grande effervescence, sans parler des médias espagnols qui n'ont pas tari d'éloges, comprenez-le, ironiquement, sur la personne du Premier ministre espagnol Pedro Sánchez, alors que le flux des critiques n'avait pas encore atteint ses marées basses, que le voilà de nouveau au devant de la scène, cible d'une classe politique ne mâchant pas ses mots. Avec la suspension du traité d'amitié par Alger, avec l'Espagne, les critiques ont redoublé de férocité. Une décision qui a provoqué la foudre sur Pedro Sánchez, une avalanche de qualificatifs qui pourrait lui valoir la palme d'or de l'homme à la pire critique. Alberto Núñez Feijóo, chef de l'opposition galicienne et président du Parti populaire, le PP, a déclaré, je cite, « Nous vivons un moment de choc et de confusion » et que le Premier ministre aurait dû appeler les groupes parlementaires avant de prendre sa décision. Pour l'ancien président José María Aznar, le gouvernement espagnol a fait un pas ridicule, colossal avec l'Algérie, dit-il, laissant l'Espagne dans une situation délicate, rajoutera-t-il, avant de conclure amèrement, je cite, « Il est difficile de trouver dans la politique espagnole une plus grande erreur ». Une position qui ne s'éloigne pas trop de celle de l'ancien ministre des Affaires étrangères espagnol, José Manuel García Margallo, une autre grosse pointure de la diplomatie espagnole qui a fustigé Pedro Sánchez, qualifiant d'erreur sa décision d'aller se plaindre à l'Union européenne. Ironisons qu'il s'agit là d'un exploit qu'aucun gouvernement n'a réalisé jusqu'à présent. Allant jusqu'à considérer cette crise, je cite, du plus grand désastre diplomatique en Espagne depuis 1975. Mais voilà, les critiques ne viennent pas seulement et uniquement de l'opposition, mais également de ses alliés qui n'y vont pas de main morte avec le Premier ministre espagnol. Ces derniers parlent de frivolité pour Gabriel Rufián et la vice-présidente Yolanda Díaz l'appelle clairement à revoir ses positions alors que l'Unidas Podemos déplore son revirement et le qualifie de faute. Bref, il est clair que le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez est dans une position peu enviable, conséquence d'un empressement dont seul lui détient le secret. Et ce rendez-vous électoral majeur en Espagne, les électeurs d'Andalousie et élisent aujourd'hui leurs députés au Parlement régional, des élections qui se tiennent dans une conjoncture d'opposition au Premier ministre espagnol Pedro Sánchez à seulement 18 mois des élections générales. Amin Touta. C'est sur fond de tourmente politique et diplomatique pour Pedro Sánchez que les élections régionales en Andalousie se tiennent aujourd'hui. Le scrutin s'annonce compliqué pour le Parti socialiste du Premier ministre, dans une province connue pour être un bastion socialiste historique en raison de son caractère social avec un taux de chômage élevé et dans une zone des plus peuplées d'Espagne avec ses 8 millions d'habitants. Un test d'envergure pour Pedro Sánchez à 1 an et demi des élections générales espagnoles. Selon les intentions de vote, le Parti populaire de la droite conservatrice en tête dans cette région depuis fin 2018 devrait obtenir autour de 50 sièges sur 109 au Parlement régional. Lors du dernier rendez-vous électoral, il n'en avait obtenu que 26 contre 33 pour les socialistes. Cette élection régionale pourrait voir une éventuelle percée du parti d'extrême droite Vox. Dans le cas d'obtention d'une vingtaine de sièges, une possible entrée au gouvernement.
En plus de la conjoncture électorale exceptionnelle, ce scrutin se déroule dans un contexte diplomatique particulier pour Pedro Sánchez, suite à la décision du Premier ministre de pencher pour la position de Rabat concernant le dossier du Sahara occidental. Un principe contraire aux résolutions onusiennes et la législation internationale garantissant le droit à l'autodétermination au peuple sahraoui. L'Espagne, où les services de secours ont continué de lutter ce dimanche contre plusieurs incendies, tandis que la vague de chaleur extrême et inhabituellement précoce commence à s'atténuer. Le plus important de ces feux de forêt a déjà détruit plus de 25 000 hectares dans la Sierra de la Culebra, un massif montagneux de la région de Castille et Léon, près de la frontière avec le Portugal, selon les autorités régionales. Second tour des élections législatives en France. Plus de 48 millions de Français étaient appelés aux urnes ce dimanche. Les bureaux de vote viennent de fermer. Le taux de participation en métropole était de 54% à 19h selon le ministère de l'Intérieur. Un chiffre en baisse par rapport au premier tour il y a une semaine. Et les premiers résultats donc font état plutôt de la victoire de l'alliance pro-présidentielle Ensemble avec 224 sièges contre 149 sièges pour l'alliance de gauche, les NUP. Emmanuel Macron perdrait donc la majorité absolue à l'Assemblée. Et pour parler justement de ces résultats, nous accueillons Dr Laïd Bellatrache, professeur et chercheur universitaire. Bonsoir. Bonsoir, cher monsieur. Alors, on le sait, l'issue du scrutin déterminera la marge de manœuvre du président Emmanuel Macron pour les 5 prochaines années face à une gauche en ordre de bataille. Quels sont, à l'heure actuelle et avec les chiffres qu'on vient de donner, les différents scénarios qui se profilent ? Très bien. Je voudrais d'abord revenir sur un fait que vous avez si bien mentionné au début du journal. Oui. C'est cette abstention qui est le fait majeur aujourd'hui et qu'on peut expliquer par diverses raisons. C'est peut-être que les débats se font plus sur les réseaux sociaux, peut-être que les canaux classiques de communication ne sont plus à jour, entre autres. Mais là n'est pas le débat d'aujourd'hui. Effectivement, on voit bien les résultats donc de ce scrutin et nous voyons comment donc la majorité présidentielle vient en tête avec 224 sièges, mais elle est loin des 346 sièges qui lui accordaient cette avance absolue et qui lui a permis de gouverner à son aise durant le quinquennat précédent. Et alors, donc également, que devra faire Emmanuel Macron dans ce cas de figure ? Tout à fait. Là, je peux vous assurer que les alliances ne sont pas toutes évidentes. Voilà, parce que nous allons écarter et mettre de côté, évidemment, le Rassemblement national, avec lequel personne ne va s'associer, évidemment, et ça a été presque une tradition politique en France. Les possibilités en mesure pouvant être mises en place seraient peut-être une quelconque alliance de personnes ou de députés élus qui pourraient à titre personnel se rallier à un parti ou à un autre selon des convictions personnelles. Il est vrai que chaque député est classé dans son registre politique. Oui, mais si Emmanuel Macron venait à perdre la majorité, Monsieur Letrache, que se passera-t-il dans ce cas-là ? Oui, dans ce cas-là, ce qui pourrait se passer, ce serait très difficile pour Monsieur Emmanuel Macron, par exemple, de se rallier à Mélenchon. Et pourtant, la proposition de Monsieur Mélenchon de devenir Premier ministre après ce suffrage était également à l'ordre du jour. Et également, on ne peut pas penser un rapprochement également entre Monsieur Emmanuel Macron et également la droite, qui arrive aujourd'hui au 4e rang avec 78 sièges et qui se voit dépassé par le Rassemblement national. Que nous pouvons dire ce soir, sans nous tromper, c'est que les alliances seraient très difficiles.
avec le schéma que nous voyons en ce moment sous nos yeux, il est très difficile. Il y aura certainement des tractations, il y aura sûrement des débats, il y aura sûrement des compromis importants pour justement trouver... Merci beaucoup, docteur Laïd Belatrach. Merci beaucoup pour votre éclairage. Je rappelle que vous êtes professeur et chercheur universitaire et je rappelle seulement les chiffres donc issus de ce second tour des législatives, donc un taux de participation de 54%. Les résultats provisoires font également état de la victoire de l'alliance pro-présidentielle Ensemble avec 224 sièges contre 149 sièges pour l'alliance de gauche, les NUP. Dans l'actualité également, au Mali, un casque bleu de la mission des Nations Unies a été tué ce dimanche dans l'explosion d'une mine à Kidal, au nord, alors qu'il participait à une patrouille, selon le chef de la MINUSMA, El Gassim Wen, précisant que le casque bleu faisait partie du contingent guinéen de la MINUSMA. Ce nouveau décès intervient dans un contexte tendu de négociations sur le renouvellement du mandat de la MINUSMA, la mission de maintien de la paix de l'ONU, ayant subi plus de pertes humaines. Et à compter de demain, la capitale du Rwanda, Kigali, accueillera la réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth dans un contexte de crise avec son voisin congolais. Le Commonwealth est une organisation intergouvernementale qui a émergé au milieu du XXe siècle et est composée actuellement de 54 États membres qui sont presque tous d'anciens territoires de l'Empire britannique. L'OTAN se prépare à un conflit de longue durée en Ukraine. Le secrétaire général de l'OTAN a estimé dans une interview publiée ce dimanche par le quotidien allemand Bild que le conflit pourrait durer des années entières. Et sur le terrain et dans la région du Donbass à l'est, les combats se poursuivent près de Severodonetsk. L'offensive contre cette localité se déroule avec succès selon le ministère russe de la Défense qui a affirmé que l'armée russe avait libéré la localité de Metolkin dans l'est du pays. Le conflit en Ukraine, on en parle encore, c'est tout naturel. La santé des chefs d'État est scrutée de près. De là à établir un lien avec la santé politique d'un pays, il n'y a qu'un pas, justement. Arrêtons-nous sur ce point pour tenter un parallèle. Ce parallèle entre un président américain âgé de 79 ans, victime ce week-end d'une chute de vélo dans le Delaware, et un autre président national, représentant plutôt national de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, offensivement serein, qui porte un discours de 4 heures à Saint-Pétersbourg. Le parallèle est signé Karim Bouaziz. On prédisait un hiver polaire plus rude qu'à l'accoutumée qui soufflerait sur l'économie russe. La nouvelle bataille de Stalingrad revisitée et un blitzkrieg déclenché, pas nazi cette fois-ci, mais par l'axe du bien, démembrant fief par fief un territoire russe, tout en grignotant les points du PIB d'un pays le plus étendu du monde. Avec un clap de fin des Occidentaux armés de moraline et du bon côté de l'histoire. Éternel retour du concret, disait Lénine, le mythe contre le réel. Alors qu'un ministre de seconde zone en clairvoyance prédisait que le but de la France était de mettre la Russie à genoux, au bout de 4 mois, c'est pourtant la Russie qui appuie là où cela fait mal. Après l'Allemagne, l'Italie, la Pologne, la Bulgarie, la Finlande qui claironnaient, c'est au tour de la France d'être amputée du moindre mètre cube de gaz russe. La vulnérabilité énergétique de l'Europe, dont 40% du gaz brûlé provient de Russie. Proportion plus conséquente dans l'Est, avec 50% pour l'Allemagne et 85% pour un pays tel que la Bulgarie. Le gaz ne manque pas pour le moment pour l'ensemble des pays en période estivale, mais qui ont dessein de remplir leur stock à 80% d'ici novembre. Bienvenue en guerre économique. La guerre du côté russe, au Forum économique international de Saint-Pétersbourg, Vladimir Poutine ou la contre-offensive, lequel ne lésine pas sur le vocable en soulignant l'inefficacité des sanctions du bloc de l'Ouest, tout en assurant que l'opération dite spéciale en Ukraine irait à son terme. Un oral de 4 heures, en tout et pour tout, synonyme de cinglant démenti entourant son état de santé, dont la presse occidentale fait ses choux gras. Vélocité, timbre de voix linéaire, faisant référence à l'histoire avec une mémoire irrécusable,
4 heures pour une prouesse digne d'un leader en grande forme. Des éditocrates dont le métier et le commentaire facile pourtant ne pipent mot sur l'état de santé, secret polichinelle de Joe Biden, 79 ans, plus vieux président américain en exercice, qui vient encore ce week-end de rajouter une frasque à la longue série de bévues en chutant d'un vélo au ralenti. Après avoir serré la main à un ami imaginaire et dialogué avec sa mère disparue il y a des décennies, sans parler de ses trous de mémoire qui donnent des sueurs froides à ses conseillers à chaque direct, le presque octogénaire décideur fébrile américain inquiète. De là à faire un exercice de rhétorique de 4 heures, le paradoxe du va-t-en-guerre qui met les Européens en avant contre une Russie qui n'est pas à genoux, loin s'en faut, des sanctions occidentales avec effet succinct. Voilà la réalité. Un chiffre. Depuis 100 jours du début de l'opération en Ukraine, la Russie, en termes de vente de gaz et de pétrole, a dégagé un bénéfice de 93 milliards de dollars, c'est-à-dire 2 fois le budget de l'armée française. Un sens de la mesure qui se traduit plus que jamais sur le terrain. En Algérie, cela fait 66 ans jour pour jour que fut guillotinée une des icônes de la guerre d'indépendance. Le 19 juin 1956, le jeune Moudjahed Ahmed Zabana devint le premier indépendantiste à subir un tel sort, devenant un symbole de courage et de bravoure. La date de son exécution deviendra par la suite la journée nationale des condamnés à mort. Neila El Hamouda. Même si la mort l'a emporté à un jeune âge, son nom demeurera synonyme de bravoure et de dévouement. Ahmed Zabana, de son vrai nom Ahmed Zahana, fut guillotiné, lâchement assassiné par la colonisation française un 19 juin 1956. Pour lui, la résistance et l'amour de la patrie étaient des principes inébranlables, et c'est avec la tête haute qu'il s'est présenté devant la guillotine. Ce grand homme a choisi la voie du défi et de la révolution à celle de l'injustice et de la tyrannie, la voie de la lutte contre l'oppression et la domination coloniale. Ahmed Zabana a inscrit son nom en lettres d'or dans la mémoire collective algérienne. Il a payé de sa vie son engagement dans la lutte pour la libération de l'Algérie du joug colonial. Tout comme Zabana, on y trouve également Abdelkader Faraj et Mohamed Tifroun. Ils étaient les 3 premiers condamnés à mort en 1956 dans la prison de Barberousse. Au total, 222 Algériens ont été guillotinés entre 1956 et 1962, le plus souvent au terme d'une parodie de justice. Ces militants incarnaient la pureté, la sincérité, l'amour et la passion pour la patrie. Plus de 1500 condamnés à mort ont été prononcés par la justice française sans procès véritable. Une autre guerre menée à l'encontre des Algériens par la France coloniale. Une autre forme de crime qui vient s'ajouter à la torture, au viol, aux enfumades, aux massacres perpétrés par le régime colonial et, pour ne citer que cela, des crimes non encore exorcisés face au déni de Paris. Et puis enfin, Oran, fin prête pour accueillir les Jeux méditerranéens. À moins d'une semaine des Jeux, l'on procède aux dernières répétitions pour la très attendue cérémonie d'ouverture. On promet 2 heures de spectacle. Les détails avec notre envoyé spécial à Oran, Salah Faisal. Samedi 25 juin. La radieuse Oran sera couronnée reine de la Méditerranée et pour cela, il faudra une cérémonie d'ouverture grandiose, artistique et historique des Jeux méditerranéens Oran 2022. Une cérémonie qui reflète l'histoire du bassin qui réunit 26 pays de 3 continents, Afrique, Asie, Europe. Le stade olympique est prêt pour recevoir son public. L'artiste Salim Dada est le cerveau qui a tout préparé et prévu. 300 danseurs, 100 musiciens et le reste, on le découvrira le samedi 25 juin à 19h. Pendant 2 heures, le spectacle sera assuré par une armada internationale issue de différents pays. Notre société à nous, on a déjà travaillé sur des Jeux méditerranéens il y a quelques années en Turquie. Et ça fait quand même quelques années qu'on travaille beaucoup sur les cérémonies des Jeux olympiques. À Vancouver, à Sochi, et puis on a fait Rio, Pyeongchang et on a fait Tokyo l'été dernier. Un spectacle pyrotechnique, des performances magnifiques en mettant en valeur les traditions et le patrimoine culturel des pays méditerranéens. Réservez vos billets afin d'assister à une cérémonie inoubliable à couper le souffle.
Et c'est dans une ambiance festive que fut donné le coup d'envoi de la plus belle fresque murale sous le thème des Jeux méditerranéens organisés par la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya d'Oran, un concours ayant pour l'objectif la promotion des Jeux méditerranéens, du patrimoine culturel algérien en général et oranais en particulier. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez sur Al24 News. Excellente soirée.